Le U et le OU. J'ai peur de parler, j'ai peur de faire des fautes. Lent. Arrivé à Paris et tout le monde changeait en anglais pour me parler. Mais O, je pense que ça m'a pris 15 ans. Et toi, Émilie, c'était aussi positif? Non, Il me semblait. Absolument pas. Bonjour, bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia, j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et les vidéos sur Instagram et YouTube sur la chaîne La French Tribe. Je suis à Paris pendant quelques jours, j'en profite pour enregistrer plusieurs épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités américains. Deux invités qui adorent la France, ils vivent tous les deux à Paris. L'une de mes invitées a même obtenu la nationalité française après plusieurs années passées ici. Et mon autre invité enseigne le français aux Américains. Donc il a transformé sa passion pour la langue française en métier. Vous les connaissez peut-être car tous les deux partagent leur quotidien parisien sur les réseaux sociaux. Comme notre conversation était très riche et assez longue, j'ai décidé de diviser cet épisode en deux parties. Dans cette première partie, on va parler de leur parcours, comment ils sont devenus bilingues, leurs premiers pas en France, leur début à Paris, leur vision de la culture française. Et dans la deuxième partie, qui sort dans quelques jours, jeudi, si vous regardez l'épisode le mardi quand ça sort, on abordera un sujet un peu plus concret et un peu plus complexe, les démarches administratives en France, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. Je précise que je connais déjà mes invités, donc la conversation est assez informelle et naturelle. Comme toujours, tu peux télécharger le PDF dans la description. Il est gratuit, il y a la transcription, il y a un quiz de compréhension et il y a le glossaire des mots compliqués. Je te laisse avec l'épisode et je te souhaite une bonne écoute. Salut Alex, salut Émilie. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vous connaissent déjà grâce aux réseaux sociaux, mais est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter, Émilie, si tu veux commencer, d'où tu viens, ce que tu fais, comme tu le souhaites. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Émilie. Je suis américaine, comme Alex, de la Caroline du Nord, un état dans le sud-est. Je suis conceptrice, rédactrice et social media manager dans la vraie vie. Mais sur les réseaux, vous pouvez me trouver sous le pseudo Coucou Émilie. Très bien. Et ça fait combien de temps, Émilie, que tu es en France ? 11 ans. 11 ans. Et toi, Alex, présente-toi. Je m'appelle Alex, je suis créateur de contenu et prof de français et langue étrangère. Et je viens de Washington, je suis moitié anglais aussi. Et j'habite en France, j'habite à Paris depuis 2020, donc ça fait presque 6 ans. Très bien. Et vous avez, quand est-ce que vous avez, donc on peut, vous parlez très bien, excessivement bien français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait, comment vous avez appris le français ? À partir de quel âge vous avez commencé ? Quelle a été la ou les méthodes qui ont fonctionné pour vous ? À toi l'honneur. C'était mon obsession. Je suis tombé amoureux de la langue française quand j'étais gamin et j'allais à la bibliothèque pour emprunter des livres sur le français et parce que c'était pas encore disponible à l'école. Et puis j'ai économisé de l'argent pendant 1 an pour aller en France quand j'avais 12 ans. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai commencé à apprendre le français au collège. Et ça a toujours été ma matière préférée. Donc, tu as commencé à l'école, dans ton cursus scolaire, avec des professeurs à l'école, au collège ou... Oui, au collège, oui. Ok. Et puis au lycée et à la fac. Et après, tu as continué avant 2020, avant d'emménager en France ? Tu as continué en autodidacte ? Oui. Ok. Et tu faisais comment en autodidacte ? Mon ex était français, donc ça m'a beaucoup aidé. Ça aide. C'est une bonne motivation. Et toi, Émilie ? Moi, c'était totalement différent. J'avais aucune envie de venir en France. J'avais aucune envie d'apprendre le français. J'avais étudié l'espagnol pendant la plupart de mes études, jusqu'à la fac, en fait, parce que ma grand-mère est portoricaine. Donc, il y avait déjà l'espagnol dans ma famille. C'était plus simple. Mais quand j'étais au lycée, il y avait un prof d'espagnol qui ne m'aimait pas. Et je n'avais pas envie de continuer avec les cours d'espagnol parce que, justement, je n'avais pas envie d'être en cours avec lui.
Du coup, j'ai décidé de switcher vers le français. Et j'avais appris le français pendant 2 ans au lycée d'une prof vénézuélienne qui était mariée avec un Allemand. Donc, c'était Madame Schmidl. Mais c'était cool parce que je faisais pas mal d'erreurs. Au début, je switchais certains mots. J'ai changé elle pour ella, par exemple, mais elle savait que je venais d'un background espagnol. Donc, elle me marquait jamais des points sur mes quiz sur ça. C'était très gentil de sa part. Après, je ne l'avais pas touché pendant 5 ans jusqu'à ce que je suis partie au Genève pour faire un semestre à l'étranger, mon Erasmus, entre guillemets. Et j'ai vécu avec une mère d'accueil là-bas qui ne parlait pas anglais. C'était une erreur de ma part et aussi de la part de ma programme. Mais c'était la meilleure chose qu'on aurait pu faire pour mon français parce que j'étais forcée de parler français alors que j'avais que des bases, mais vraiment des bases, des très basses bases. Mais quand je suis partie de la Suisse, j'étais conversationnelle, mais à la façon suisse. Ok. Donc, quand je suis arrivée à Paris, c'était compliqué pour comprendre, mais au moins, je pouvais tenir une conversation, je comprenais plus ou moins, mais j'avais presque tout appris à l'oral, donc j'avais très peu de notions grammaticales. Et après, tu as enchaîné directement après ton année à Genève, tu es allée à Paris ou tu es retournée aux États-Unis quelque temps? Je suis retournée aux États-Unis pour finir mon diplôme. J'étais là-bas pendant 8 ou 9 mois, je crois. Je suis revenue en décembre 2013 et je suis repartie à Paris en septembre 2014. Ok. C'est intéressant quand tu as dit j'étais forcée, je devais parler français parce que, par exemple, moi, quand j'ai appris l'anglais, il y a moins de gens qui parlent français qu'anglais. Donc, quand je voyage, j'étais obligée, quoi qu'il arrive, de pratiquer mon anglais parce que c'était la seule langue de référence à peu près partout. Et ce qui n'est pas le cas quand tu apprends le français, tu as vite tendance à parler anglais. Il y a toujours quelqu'un qui va se débrouiller. Non, elle m'a fait penser à mon expérience en tant que garçon au pair. J'étais garçon au pair quand j'avais 20 ans, pendant 6 mois. Où ça? Et à Joinville-le-Pont, juste à côté de Paris. Ok. Et la famille parlait pas du tout anglais. C'est ça. Et parfois, j'essayais d'ajouter des mots ou juste de switcher. Et non, j'avais pas le choix. Ils comprenaient rien. Ouais. Et j'ai galéré, mais ça m'a fait vraiment avancer. Ah, c'est horrible au début, mais effectivement, c'est efficace. J'avais mal à la tête tous les jours. Ouais. Parfois, j'oublie ça, mais j'avais mal à la tête. Ouf. Et c'était quoi votre première impression quand vous êtes arrivé en France, quand vous êtes venu en France la première fois? Parce que vous avez grandi toute votre vie aux États-Unis. Tu n'as pas vécu en Angleterre, hein? Les étés. Ok, donc tu connaissais quand même un peu les deux. Quelle était votre impression la première fois à Paris ou en France? Qu'est-ce que vous avez pensé de la France, des Français? Ma première impression, c'était vraiment Paris. Ma première semaine en France, c'était à Paris et puis en Normandie quand j'avais 12 ans. Et c'était la beauté, toute l'histoire et ça fume. Okay. La fumée partout. Et c'était fidèle à la perception que tu avais? Un peu, oui. Okay. C'était un peu plus cracra que ce que je croyais. Un peu plus cracra, ok, un peu plus sale. Oui, mais la beauté, ça compense. Donc, on a... Bon, Alex, c'est pas la du tout saleté, objectif. Étant donné que je suis vraiment amoureux. l'américain de service qui est obsédé par Paris. Oui, c'est vrai. Mais c'était positif. Ça m'a pas déçu. Non. Maintenant, tu enseignes la langue tellement tu as été passionné, Ouais. donc c'est beau. Et toi, Émilie, c'était aussi positif? Non, Il me semblait. Absolument pas. Je suis venue pour la première fois à 14 ans. C'était mon spring break de ma première année de lycée. Je suis venue avec ma mère, mais on avait fait Londres avant et j'étais obsédée par les Anglais, par la culture anglaise. Je lisais beaucoup de romans à l'époque, écrits des young adult fiction qui étaient basés en Angleterre. Donc, pour moi, Londres, c'était le rêve. Et après, on est arrivé à Paris et les gens étaient moins sympas. J'avais l'impression que personne me comprenait. J'étais très désillusionnée, si on peut dire ça, comparé à Londres. Je comparais tout à Londres. Ouais, c'était plus facile là-bas, c'était plus beau, c'était plus sympa. Les gens, on pouvait parler avec n'importe qui, etc. Donc, j'avais pas du tout aimé Paris, en fait. Et ça, c'était avant ton expérience à Genève? Oui.
Donc, et après, tu es allé à Genève, ensuite tu as fini tes études. Et comment tu as décidé, allez, je donne une seconde chance à Paris? En fait, j'avais donné une seconde chance à Paris parce que pendant mes études, on avait fait un voyage avec l'école parce que mon programme était en relations internationales. Donc, on est parti à Bruxelles et ensuite à Paris. Et j'avais encore une fois vécu une mauvaise expérience. Oh, waouh! Tu as forcé le destin pour revenir. Et du coup, après cela, je me disais non, je vais plus jamais revenir à Paris. C'est fini. 2 fois, c'était assez pour moi. J'ai vu tous les monuments. Je suis allée au Louvre. Basta, quoi. Mais quand j'avais compris que ça allait être très compliqué pour moi d'avoir un travail dans les relations internationales sans avoir fait de stage avant. Et tous les stages aux États-Unis ne sont pas payés. Du coup, personne ne voulait m'embaucher parce que je n'avais pas d'expérience. Je commençais à réfléchir sur les qualités que j'aurais pu avoir pour être embauchée à la fin de mes études. Et je me disais, bon, je suis conversationnelle en français, ça pourrait s'améliorer. Comment je pourrais faire ça? Je peux aller passer du temps en France. Comment je peux faire ça sans dépenser tout mon argent? Jeune fille au pair. Du coup, j'ai décidé de faire une année comme fille au pair et j'ai choisi Paris parce que j'avais envie d'avoir une vie sociale. Au lieu d'être coincée dans un petit village au milieu de nulle part, avec personne de mon âge, je serais obligée... mon français se serait amélioré beaucoup plus rapidement, je pense, si j'avais que des vieux avec qui discuter dans le tabac du coin. Mais j'avais une autre amie aussi de la fac qui a décidé de venir en même temps que moi. Donc, elle est venue 2 semaines avant moi et elle s'est fait des amis pour nous deux. Oui. Et je suis arrivée, j'avais un appartement, j'avais la famille, j'avais mon téléphone, j'avais des amis déjà, donc tout était un peu mis en place pour mon arrivée. Et l'atterrissage était beaucoup plus douce cette fois-ci. Toi, Alex, tu as trouvé que c'était difficile de se faire des amis français, francophones en général? Parce qu'on a la réputation d'être un peu plus fermés au début que les Américains, par exemple. Ou même les Anglais, tout à l'heure, tu disais qu'ils étaient plus accueillants. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Est-ce que tu trouves que c'était compliqué de se faire un cercle d'amis, vraiment? Je pense que pour moi, c'était pas trop difficile parce que j'avais rencontré une Française, une Normande à Washington, et elle m'a invité à Caen. Donc, j'ai passé une semaine à Caen et elle m'a présenté à tous ses amis. Et ils étaient tellement chaleureux et accueillants, et ils voyaient à quel point j'étais curieux, et je gardais un carnet dans ma poche. Ils m'ont appris des expressions comme « la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». Oui, c'est ça. Et ils disaient « c'est la base, Alex, c'est la base ». Je ne sais pas si ça se dit encore, je l'entends jamais. C'est la base. Mais ils disaient ça tout le temps. Et après, tu es assez tu parles facilement aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que... et je dis ça souvent à mes amis et aux élèves, c'est que pour les Français, si tu fais vraiment un effort, si tu es très curieux, comme moi, si tu es vraiment obsédé par la langue, si tu es francophile à ce point, ils t'adorent. Ils sont « oh oui, c'est vrai, notre pays, notre culture, c'est une belle culture. » Non, je suis d'accord. Donc, ils aiment ça. C'est pour leur ego. Et juste mais ouais, je sais. Il faut complimenter la nourriture aussi, je pense. Je savais, en fait, quand je commençais à apprendre le français, je ne savais pas à quel point, parce que je sais que c'est vrai pour toutes les cultures, mais encore plus pour les Français. Si tu aimes la langue et si tu fais des efforts, si tu améliores ta prononciation et si tu restes curieux tout le temps, ils t'acceptent plus que les Néerlandais ou les Allemands. Et les Français adorent quand tu apprécies leur langue et quand tu t'acharnes à vraiment perfectionner ton français. Et justement, en parlant de la langue, alors déjà en tant qu'anglophone, quelle a été la chose la plus difficile? À la prononciation, un son, un mot, une règle de grammaire, qu'est-ce qui a été vraiment le plus difficile pour vous? Parce que là, vous avez suffisamment de recul. Le U et le OU. Ok. Ça, ensemble, mon ex de l'époque remarquait souvent qu'il pensait que les Américains avaient du mal avec le R.
Et moi, j'avais pas de problème avec le R, c'est vraiment le U et le OU parce qu'on n'a pas le U français en anglais. Ça La n'existe- rue, la Oui. roue. Mon ouais. prof au lycée me disait, c'était un anglais, et il disait, il faut dire comme c'est dégueu, tu, pas tout. C'est pas l'espèce, tu, Le problème maintenant, c'est que quand j'essaie de parler espagnol, mes amis qui parlent espagnol me disent que je parle avec un accent français. Ah oui, en fait, En quand, espagnol, Ouais. ouais. quand je parle, mon allemand est pas, ça va, je peux survivre, mais mon allemand, quand je parle allemand, j'ai un accent français. Donc, on pense que je suis un Français qui parle allemand. C'est trop bizarre. Mais c'est satisfaisant, non? Enfin, Ouais. c'est que tu as bien Je pense travaillé que ta la partie prononciation de mon française. cerveau qui parle une langue étrangère est devenue française. Ouais. Peut-être pour lui, pour moi, c'est des amis qui me connaissent depuis très très longtemps. Donc, c'est pas vraiment un compliment, c'est plutôt... Émilie, tu as passé 15 ans à étudier l'espagnol et maintenant tu dis tu au lieu de tu. Et tu dis re Ah, au c'est lieu marrant. de tu Ouais. roules pas trop. Ah oui, ouais. moi, j'ai jamais pu rouler. Ouais, c'est difficile, ouais. Mais les francophones aussi, on a du mal. Mais au collège, c'était facile de faire. Mais je peux faire semblant, mais j'y arrive pas. Non. Mais en O, je pense que ça m'a pris 15 ans à apprendre. Les nasales, les voyelles nasales. En long. Le vin, ouais. Maintenant, je l'entends, mais au début, c'était genre, Mais c'est normal, la même oui. chose. Long. Ah. Lin, long, lent. Et je pensais qu'on disait l'ennemi. Parce que quand je vois E-N, mais non, l'ennemi. L'ennemi. Ouais. Ouais. Et je disais monsieur pendant Eh une oui, bien décennie. sûr. Monsieur, pas monsieur. Et est-ce que vous aviez eu peur au début avec la prononciation, même l'accent? Est-ce que c'était intimidant de parler au français ou au suisse pour toi à Genève? Vous aviez peur de faire des erreurs, de vous tromper? Ou est-ce que vous étiez assez confiante dès le début? Comment ça s'est passé au niveau de la confiance? Parce que c'est un problème qui revient souvent. J'ai peur de parler, j'ai peur de faire des fautes. J'avais pas trop peur de parler parce que j'étais tellement obsédé, je voulais parler. Mon rêve, je sais pas que je sais que je suis pas comme tout le monde. Mon rêve dès l'âge de 12 ans, c'était de parler français comme un Français. Et maintenant, je m'en fiche, j'aime bien j'ai mon accent, je peux pas l'effacer. C'est cool. Mais avant, je voulais vraiment effacer mon accent et parler comme Depardieu, je sais pas qui. Mais ça t'empêchait. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Très mauvais exemple. Oui, je sais. Mais à l'époque, il était pas. Ok, on va continuer. Et toi, Émilie? À Genève, c'était plus simple parce qu'il y a tellement d'étrangers dans toute la partie francophone de la Suisse. Parce qu'avec les UN, l'ONU, ouais, non. Nations Unies, tu disais, non? Ouais, les Les Nations Unies. l'ONU? What's l'ONU? Organisation. Ah oui, c'est ouais. Ah, c'est Ouais. l'ONU. Ah ouais. Mais j'ai dit quoi, moi? Bon, bref. Whatever. On y va. On continue. Avec les Nations Unies à Genève et Ouais. la comité olympique à Lausanne, il y a tellement d'étrangers, ils ont l'habitude de parler français avec des gens qui ont un accent. Donc, quand tu as au moins une base et tu fais un effort, ils font un effort en retour. Par contre, à Paris, c'était pas le cas. Beaucoup de gens, de ma point de vue, faisaient semblant de ne pas me comprendre, même si je faisais mon meilleur accent et tout. C'était un peu décourageant au début de passer de la Suisse où tout le monde n'avait pas de problème à me parler en français, à arriver à Paris et tout le monde changeait en anglais pour me parler. C'est intéressant parce que j'ai fait un épisode sur la Suisse parce que je viens d'Annecy, une ville à côté de la Suisse. J'ai vécu un peu entre les deux pays. J'ai fait un épisode avec une Belge et donc les deux pays, la Belgique et la Suisse, sont des pays multilingues. Et on a tu fais le même constat que cette Manon, que la professeure belge. Et même en Suisse, les gens sont plus tolérants, même face aux erreurs à l'écrit ou à l'oral, même entre natifs. En Belgique et en Suisse, ils sont plus tolérants. Voilà, ils font moins attention qu'en France. Donc c'est voilà, la Belgique, ils sont un peu plus souples, la Suisse aussi en général. Et comment t'as fait pour t'as persisté, t'as continué? Comment t'as fait pour Oui, te sentir j'avais mieux? pas trop le choix.
la plupart du temps, les garçons au pair ou les filles au pair sont embauchés pour parler anglais avec les enfants. Mais on ne peut pas discipliner une fille de 5 ans quand elle ne comprend pas ce que tu dis. Donc, j'ai dû parler français avec les petites, même si je faisais beaucoup d'erreurs, même si je ne connaissais même pas le subjonctif. Je disais beaucoup de « il faut que tu vas » au lieu de « il faut que tu ailles ». Mais encore une fois, j'ai été, entre guillemets, forcée à parler français. Et même si je faisais des erreurs, j'étais face à quelqu'un qui ne pouvait pas communiquer avec moi en anglais. Du coup, j'ai beaucoup amélioré. Et quand j'ai commencé des cours de français après mon année de fille au pair, quand j'ai décidé de rester en France, j'étais au niveau B2. Ok. Est-ce que toi, tu as eu des remarques très désagréables? Enfin, vous n'avez pas eu d'expérience des gens qui faisaient semblant de ne pas te comprendre, mais vous avez eu des remarques vraiment comme dans les films, on voit, c'est pas le baguette, c'est la baguette. Quelqu'un qui est un peu désagréable. Ah oui, totalement. Ah, totalement. ça vous arrive? Oui. Et c'était qu'à Paris, tu dirais, ou aussi Oui, c'était qu'à Paris. Surtout à Paris. Mm-hmm. Ok. Des gens qui me... Et c'était pas méchant. Il n'y avait aucune malice derrière. Mais c'était quand même, comme j'ai dit, décourageant. Quand tu es en train d'apprendre une langue, que tu as vraiment la volonté de t'améliorer, tu vis dans ce pays maintenant, tu as envie de te faire comprendre et les gens te chopent sur les petites erreurs comme le baguette, la baguette, etc. Alors qu'on comprend très bien. Mais je pense que les gens qui... Alors ça dépend, hein, mais si c'est dit de façon un peu méchante, juste pour corriger le plaisir de corriger la personne, je pense que c'est des personnes qui parlent que français. Parce que quand tu apprends une langue étrangère, tu sais que ça prend du temps, c'est pénible, on fait des erreurs, ça fait partie, tu vois, de l'apprentissage. Donc je pense qu'on se permet pas de faire des remarques comme ça parce qu'on sait, nous, on est passé par là dans une autre langue et tu vois, c'est un peu une théorie. Je pense que voilà, les gens qui font ça, qui sont odieux avec les étrangers qui font des fautes, parlent que français, quoi. Ouais, une fois, j'ai rencontré une femme en soirée, et une Française, et elle m'a dit qu'il y a beaucoup de boulot. Je dois essayer de mieux prononcer les mots en français et perfectionner ma prononciation. Et j'ai entendu son anglais, et après ça, elle a du culot. C'est vrai? Elle a du culot. Le culot. Le culot. Je te sors, mais toi, tu... Ah, ok. Est-ce que tu l'as dit après ou t'as été plus intelligent? Non, mais comme je disais avant, je voulais effacer mon accent, mais j'entends souvent « Ah, t'as un petit accent. Tu viens d'où ?» Ouais. Et c'est ce que j'adore ici en France, c'est que je reste mystérieux. Les gens pensent que je suis norvégien, canadien, rarement américain. T'as pas l'accent j'ai pas typique honte américain. d'être américain, mais je sais pas. Non, mais t'as pas l'accent typique américain quand tu parles français. Déjà, il est très léger, je trouve, ton accent. Et oui, on sait pas d'où tu viens, je pense. C'est pas américain. Il y a un accent cliché américain, tu sais pas, tu l'as pas toi non plus. Donc, Je peux le faire, mais... Pareil. oui, mais... oui, je sais pas. Quel était par rapport à la culture, quand vous êtes arrivé, quand vous avez vécu en France, là ça fait des années, mais au début, est-ce qu'il y a eu un choc culturel? Quelque chose qui est très bizarre pour les Américains, que les Français font? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué? Je pense que c'est comme pour tous les Américains, je dirais, c'est la culture de « c'est pas possible ». Oui, ok. Le fait que le client n'est pas forcément roi et qu'on va pas aller plus loin pour aider quand on est capable, juste parce que c'est notre travail et c'est pour le plaisir d'aider les gens. J'ai quand même toujours l'impression que souvent les gens, excuse-moi, mais n'ont rien à foutre. On la flemme. Et ils le cachent pas. Ouais. Ça peut choquer. Oui. Là, on dit dans les services, par exemple, dans les Oui. cafés. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ça aux États-Unis. Vous êtes plus accueillant, quoi. Oui, mais on veut le pourboire. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais nous, on parle pas aux gens en fait qu'on connaît pas. Enfin, tu vois, au Canada, aux États-Unis, j'ai l'impression que tout le monde se parle. Ça veut pas dire qu'on est amis, mais on est super sympa avec tout le monde. Là où en France, si on te parle, c'est vraiment, enfin, on va se souvenir de toi. Il va y avoir un début de lien, quoi, qui se crée. Mais on parle pas dans la rue ou au café avec des gens qu'on connaît pas. Je dis pas, je sais pas si c'est bien ou pas, si c'est mieux, moins bien que les États-Unis, mais tu vois, on fait moins de small talk qu'aux États-Unis. Oui, et il y a on creuse plus, il y a plus de profondeur, je trouve.
Et dans les habitudes de vie, je sais pas, les repas, ça vous a pas... Il y a rien qui vous a étonné? Le matin, nous, les anglo-saxons, on mange souvent quelque chose de salé, des œufs, du fromage avec. Et ça m'a un peu surpris ma première fois en France quand ils m'ont donné un petit croissant avec un peu de fruits. Et j'étais genre, mais ça va pas me caler, j'ai besoin de plus de... Bon, après, on mange pas ça tous les jours, au final. Oui, c'est vrai. J'avoue. J'étais touriste dans un hôtel. Donc, Non, mais ça arrive, mais oui. Mais Surtout même les- les repas qui durent des heures et des heures. Oui, ça c'est vrai. Et Oui. on parle de nourriture quand on mange. Enfin, il y a un truc autour de la nourriture, je trouve, qui est quand même très Ah oui, ancré. ça m'a fait penser à quand je passais du temps dans le sud chez la famille de mon ex et son frère avait préparé un grand déjeuner pour tout le monde et il a mis des heures à cuisiner et quand on s'est assis pour manger, chaque personne disait pourquoi il aurait dû changer la recette, il aurait ajouté ça, il aurait dû faire ça. Vraiment, j'ai été bouche bée, j'étais genre, mais c'est tellement mal poli, c'est méchant, il a fait tout ça pour nous et on est tous en train de dire que c'est nul, mais quoi? Mais plus tard, 1 an, 2 ans après, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est pas forcément négatif, c'est toujours, on veut toujours trouver la meilleure recette, on veut perfectionner, on veut peaufiner, c'est vrai, c'est très français. Et donc après, pour moi, c'était pas vraiment négatif, c'était juste toujours à la recherche de ce qui est mieux. Mais après, je pense qu'on râle plus, même quand c'est pas constructif, on râle un peu plus. Hein. Oui. Je pense que c'est vrai. Oui. Voilà. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire sur le. Ah oui, on est aussi un peu plus direct, j'ai l'impression. Un peu plus direct. J'essaie de mettre les angles. Ouais, non, mais par rapport à la culture, enfin, tu me dis ce que tu en penses. Je suis allé dans dans l'office du tourisme à Paris avec mon petit frère et on voulait louer des vélos. Et c'était une question très simple. Et le mec qui travaille là-bas, il a dit, va sur Internet. Non, peut-être qu'il m'a avoué, j'ai oublié. Mais c'était pas aimable. Ouais. Mais j'étais genre, mais on est dans on est là pour Un service ou... oui. Mais ça, je trouve que c'est pas... Ouais, alors je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est juste mal poli ou quelqu'un... Voilà. Mais tu es direct, même entre amis, on dit les choses, on passe pas par quatre... La franchise, oui. Oui, quand on doit dire quelque chose, on va plus le dire, je pense, qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que oui. Même si ça vexe un peu, bon, parfois, j'ai l'impression que, voilà. Et je pense que c'est souvent pourquoi les touristes trouvent que les Français sont mal polis. Parce que au bout d'un certain moment en France, j'ai commencé à retraduire ce qu'ils étaient en train de dire en anglais vers le français. Et je me suis rendu compte qu'en français, c'est pas le mal poli, c'est juste la façon de le dire. On le dit comme ça en français. Mais quand on traduit parfois en anglais, la traduction est plus directe. Et ça pourrait paraître mal poli parce que, surtout aux États-Unis, mais je pense en Angleterre aussi et en Australie, les gens ont une différente façon une façon un peu plus soft à dire certaines choses. Et quand on n'est pas habitué à ces niveaux de franchise, ça pourrait paraître mal poli, alors que c'est pas du tout mal poli. Déjà, ils sont en train de parler anglais, c'est pas leur langue maternelle, on est dans leur pays, donc calmez-vous. Hein. Oui, tu disais direct quand ils parlent anglais. Oui. Ok. Ouais, c'est... C'est déjà une En forme français, de mais politesse. mais aussi en anglais. Mais oui, c'est quand il y a une traduction directe comme ça, il faut se rendre compte que ils ont ils ont appris l'anglais pour pouvoir communiquer avec vous. Donc, il faut être un peu moins exigeante. Tu sais qu'une chose que j'ai toujours adoré chez les Français, c'est que vous défendez. Vous défendez votre langue, votre culture. Très Par chauvin, exemple, ouais. je travaillais dans une salle de presse, on disait une newsroom, avec tous ces anglicismes. Et le seul bureau, on avait des bureaux partout, à Tokyo, Francfort, et
le seul bureau qui exigeait qu'il y ait quelqu'un à New York qui parlait la langue locale, c'était le bureau parisien. Et donc, ils m'ont embauché pour gérer les appels des clients parisiens. Ça me fait penser à une question. Émilie, tu disais que tu travailles en anglais ou en français ici? Les deux. Ok. Quand tu as commencé, tu parlais déjà bien français? Suffisamment bien pour me débrouiller, mais pas forcément pour me faire embaucher pour pouvoir travailler dans les deux langues. Et pour les personnes qui cherchent un travail ici, tu penses que c'est vraiment primordial, à Paris surtout, parce qu'en dehors de Paris, c'est différent, mais dans les grandes villes françaises, il faut avoir vraiment un bon niveau en français. Quand tu cherchais un emploi, c'était vraiment demandé? Ça Ouais. dépend du domaine, j'imagine. Pas mais- forcément, parce qu'il y a parfois, ils ont besoin d'un anglophone. À Mais Paris... mais c'est quand même important parce que même si la langue de travail, entre guillemets, est l'anglais, si le reste du bureau est français, ils vont parler français entre eux et ça va... Je vois pas mal de posts passer sur des groupes Facebook avec des expats, des immigrés qui parlent du fait qu'ils se sentent très seuls au travail parce qu'ils ne parlent pas assez bien français pour pouvoir communiquer avec les collègues en dehors des trucs de travail. Et ils font des petits efforts, mais évidemment, les Français vont se refermer un peu entre eux parce que c'est plus simple. Évidemment, si on va parler notre langue maternelle, ça va toujours être plus simple pour le cerveau. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Pour s'intégrer avec les équipes, ouais. Moi, ça me fait penser, j'habite en Espagne, c'est un peu le même style. En Espagne, les gens à Madrid, les gens parlent anglais, enfin, se débrouillent, quoi. Mais la France, ça fait partie des pays comme l'Espagne où il faut parler, je pense, la langue française ou espagnole pour vraiment se faire des amis. Ils vont faire l'effort de parler avec toi, mais tu n'auras pas la même expérience si tu parles la langue. Tu vois, tu vas aux Pays-Bas, en Norvège, c'est mieux de parler évidemment la langue locale, mais si tu parles anglais, tout le monde est tellement bilingue. Enfin, ils connaissent mieux la grammaire parfois que des natifs anglophones, tu vois. Donc là, c'est peut-être moins prioritaire d'apprendre le norvégien ou le danois au Danemark. En France, je pense que ça change quand même pas mal ton expérience si tu parles la langue, Oui. au moins un peu. Une fois, quand j'étais à Marseille, j'étais avec un ami islandais et on voulait commander des pizzas. Et il m'a dit qu'il était seul et il leur avait déjà parlé. Et les Français n'étaient pas très accueillants, pas très chaleureux. Et quand je suis arrivé et je leur parlais en français, il a dit que c'était juste... Jour et nuit. Oui, jour et la c'est nuit. sûr, oui. Et ils étaient souriants, chaleureux, tout ça, parce que moi, je suis arrivé et je parlais français. Et c'était genre, ah d'accord, ok. En Mais fait, c'est sûr. en fait vous faites partie de notre club maintenant parce que vous parlez français. Surtout à Marseille. Ah oui. Je dirais que, ouais, à Marseille, plus que n'importe quelle autre ville en France Il faut parler que j'ai français. visité, ouais. Et ils vont être plus chaleureux et plus accueillants quand tu parles français.